Juste avant de commencer le podcast, j'ai 2 personnes à remercier. J'ai d'abord à remercier Trevor, qui est le mécène du mois. Merci énormément. Je vous en dirai plus sur comment soutenir ce podcast à la fin, mais surtout, je tiens à remercier Benoît. Benoît se reconnaîtra, parce qu'en fait, et c'est les auditeurs les plus fidèles qui vont comprendre ce que je vais dire, mais promis, je vais être rapide. Quand j'avais fait le carnet Passion médiéviste, il y a 2 ans maintenant, les gens pouvaient prendre un palier spécifique et me commander un épisode sur le sujet de leur choix. Et Benoît avait toujours gardé le secret, il ne savait pas, il ne me disait pas ce qu'il voulait. Et il y a quelques semaines, je lui ai envoyé un mail en mode « Bon, quand même, voilà Benoît, tu as quand même pris ce palier, moi j'ai envie d'honorer ma promesse. » Et il me liste quelques sujets, et parmi les sujets, il m'a listé le sujet du jour. Donc cet épisode lui est aussi dédié, merci énormément. Allez, je vous laisse parce que là, on a un long voyage à faire. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, le Moyen-Âge, raconté par celles et ceux qui l'étudient. Est-ce que vous connaissez le Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux croisades, aux princesses dans les châteaux et aux paysans dans les champs, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge, c'est une période de 1000 ans, c'est-à-dire en gros de l'année 500 à 1500 pour l'Europe occidentale, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Et d'ailleurs, est-ce que le Moyen-Âge ne concerne que l'Europe occidentale ? Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des gens qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour que ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et que ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 120, Gulsen et la Corée au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, c'est un épisode d'introduction que nous allons faire. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la Corée au Moyen-Âge. Mais il y aurait tellement de choses à dire, donc aujourd'hui vraiment, on va aborder des choses. On va à peine peut-être effleurer tout en rentrant, vous me connaissez un petit peu dans les détails pour certaines choses. Et pour parler de la Corée au Moyen-Âge, j'ai le plaisir de recevoir Gulsen Kilsi. Bonjour Gulsen. Bonjour. Alors Gulsen, tu es doctorante à l'université Paris-Cité en histoire médiévale de l'Asie orientale. Donc tu es en thèse depuis 2021 et a priori tu me dis là c'est bientôt fini, c'est ça ? La dernière année. Tu es donc sous la direction de Yann Bruneton et tu es aussi membre du laboratoire CCJ, donc pour Chine, Corée, Japon, à l'EHESS, donc l'école... c'est quoi déjà ? C'est L'école des hautes études en sciences sociales. Voilà, c'est un joli nom, mais pour des gens qui font plein de recherches passionnantes. Et donc ta thèse, alors tu as un sujet de thèse très précis, c'est pour ça que là vraiment avec toi on parlait de la Corée en général, mais ton sujet de thèse c'est, attention, les relations interdynastiques entre le royaume du Goryeo, j'ai bien dit ? Oui, ça va. Goryeo. Donc 918-1392 et aussi donc les relations avec l'Empire mongol, donc là 1271-1368, au prisme des alliances matrimoniales. Un nouvel ordre impérial en Asie orientale, on va en parler effectivement dans l'épisode. Donc ton sujet de recherche est passionnant. On va entrer progressivement dans les détails et donc dans la découverte de la Corée au Moyen-Âge à travers un petit peu les siècles. Mais déjà, première question très rituelle dans ce podcast Gulsen, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, je vais travailler sur la Corée au Moyen-Âge » ? Alors déjà, moi j'ai fait une licence et un master en études coréennes. Je voulais travailler sur les diasporas de musulmans en Corée. Et donc, je me suis intéressée aux terminologies pour décrire ces personnes-là à l'époque. Et je me suis retrouvée face à une source et à des mentions de cette source au XIIIe siècle. Et lorsque je me suis penchée sur le sujet, je me suis rendu compte que les musulmans et d'autres étrangers qui sont venus en Corée au XIIIe siècle venaient avec des princesses mongoles. Et de là est né mon sujet. Mais est-ce que la Corée médiévale, est-ce que c'est étudié en France ? Est-ce que ce sujet avait déjà été étudié avant toi ou pas du tout ?
Alors, on a un spécialiste de la Corée médiévale en France qui a fait soutenir un doctorant qui est maintenant maître de conférence à Bordeaux. Donc, on a 2 spécialistes bien implantés en France. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est plutôt sur les questions qu'on aborde en histoire médiévale de la Corée, c'est-à-dire le bouddhisme pour l'un et pour l'autre, c'est la piraterie japonaise et la Corée. Donc, on est vraiment sur des sujets très niches et malheureusement, pas de sujet sur les relations matrimoniales, que ce soit pour l'histoire médiévale, l'histoire prémoderne ou l'histoire ancienne. Donc c'est un aspect tout à fait nouveau en Europe. Donc ça veut dire que, et on en parlera à la fin de l'épisode, toi tes ressources, ta bibliographie, tu n'as rien en français quoi. Je n'ai absolument rien en français, à part les quelques articles de mon directeur. Le reste est en coréen, en mongol, en chinois, en japonais, en anglais. mais c'est plutôt des langues est-asiatiques. Bon, on racontera justement à la fin de l'épisode comment tu jongles avec tout ça. Et déjà, pour nous teaser un petit peu, pour un peu nous donner un aperçu de tes recherches, qu'est-ce que tu veux montrer dans tes recherches ? Alors, ce que j'essaie de montrer dans mes recherches, c'est déjà, d'une part, qu'il y a eu une diversité des alliances matrimoniales entre la Corée et l'Empire mongol. Alors, on parle de l'Empire mongol, mais c'est la Chine des Yuan qui est l'Empire mongol. Et j'essaie aussi donc de montrer que, puisqu'il s'agit d'un empire qui est mongol et non chinois, les relations diplomatiques sont bien différentes de ce qu'a connu la Corée auparavant et qu'il y a un renouveau dans un ordre impérial en Asie orientale. Et ce renouveau-là est mongol, il vient des steppes. Oh, donc on va expliquer tout ça, mais déjà ces quelques mots que tu viens de nous dire, c'est passionnant. Alors, raconte-nous déjà, alors tu travailles sur plusieurs siècles, mais au début de ta période, à quoi ressemble la Corée au Moyen-Âge ? Alors c'est vrai que moi je travaille sur le XIIIe et le XIVe, plus précisément entre 1218 et 1368. En 918, le Goryeo est un royaume unifiant 3 royaumes anciens, donc le Shilla, le Goguryeo et le Baekje. Et c'est un royaume donc qui s'étend jusqu'au fleuve Yalu, donc pas très loin de, vraiment dans les bords de la péninsule du Liaodong, donc en frontière avec la Chine. Et c'est un royaume donc en construction qui essaie du coup de créer de bonnes relations avec la Chine et qui essaie donc de se légitimer en suivant un modèle chinois. D'où une capitale centrale avec un système par la suite à 4 capitales. Donc on va vraiment suivre un modèle chinois. Et c'est ça qui est assez intéressant lorsqu'on a des relations diplomatiques en dehors des empires dits chinois. Et du point de vue géographique, parce que donc je mettrai une carte sur l'article qui accompagne l'épisode, mais si on voit la Corée aujourd'hui, bon, on rentre pas dans les détails Corée du Sud, Corée du Nord, parce que là à l'époque on n'est pas du tout là-dedans, donc c'est un peu toute la péninsule coréenne, vraiment c'est exactement. Tout ? Oui, exactement. C'est jusqu'au fleuve Yalu. Alors par contre, avant l'arrivée des Mongols, les îles qui appartiennent à la Corée aujourd'hui, comme l'île de Jeju, n'appartenaient pas au Goryeo à l'époque. Donc il faut vraiment attendre l'arrivée des Mongols pour ça. Et donc la capitale à l'époque, c'est laquelle ? Alors la capitale à l'époque, c'est une capitale qui s'appelle Kaegyeong, qui est dans l'actuelle Corée du Nord et qui s'appelle Kaesong actuellement. Mais donc c'est la capitale centrale, là où se trouve la cour, la famille royale, l'aristocratie et le gouvernement central. Tiens, raconte-nous un petit peu comment est-ce que est construit ce royaume. Tu as dit donc il a réunifié 3 royaumes et il s'inspire du modèle chinois. Mais si tu dois expliquer un peu sa structure, il est comment ? Pour parler de la structure du Goryeo, il faut déjà peut-être aborder la question d'une idéologie qui est le confucianisme, avec les textes de Confucius, de Mencius. Donc on a... Qui sont des penseurs des penseurs chinois très anciens et des textes qui sont donc étudiés en Chine. On suit le modèle de ces penseurs-là en Chine et c'est exactement la même chose qui se passe en Corée. Et donc on va avoir une famille, une dynastie royale. Pour le Goryeo, c'est la dynastie des Wang, entourée d'une aristocratie. C'est également la période où on met en place des concours pour justement devenir fonctionnaire lettré. Mais non, déjà à l'époque, on a des... Déjà à l'époque, on a des concours en imitant la Chine. Et donc les textes qu'on étudie, ce sont les classiques confucéens. Donc Confucius, Mencius et également d'autres classiques, le livre des poèmes, etc. Et donc, le pouvoir coréen, c'est un pouvoir confucéen avec un gouvernement central autour du roi. Et ce qui est intéressant dans cette période, c'est également qu'en parallèle des fonctionnaires lettrés, on va avoir des moines qui vont également avoir leur propre concours
et qui vont avoir un lien avec l'État qui est très particulier. Donc c'est un peu un système très différent de ce qu'on a en Europe. C'est vraiment un vrai système de méritocratie, en fait, j'ai l'impression. Enfin, parce que du coup, c'est pas juste par copinage ou parce qu'on descend de telle personne qu'on peut y arriver. Non, il faut vraiment prouver pour avoir un poste. Oui, mais alors tout le monde n'a pas accès au concours, tout le monde n'a pas accès au chinois classique, bah oui. parce que la langue de ces concours, la langue de l'écrit, la langue de l'écriture de l'histoire, c'est le chinois classique en Corée jusqu'au début du XXe siècle, et tout le monde n'a pas accès à cette écriture. Donc c'est quand même réservé aux élites, mais parmi les élites, c'est pas n'importe qui peut prendre ce poste. Il faut quand même prouver sa valeur. Exactement, à travers les concours. Donc certains qui ont la chance de voyager en Chine et d'étudier en Chine sont bien sûr privilégiés. Le royaume, donc avec une capitale centrale, également 3 autres capitales secondaires qui donc vont être mises en place au 10e, au 11e, et par la suite, à la fin du Koryo, on a une capitale unique, en tout cas un gouvernement qui se centralise autour d'une seule capitale. Et puis autour, bien sûr, on a des préfectures. Alors on a une sorte de composition géographique assez précise qui est assez bien expliquée dans les sources, qui fait miroir à la structure chinoise. Donc en fait, si on comprend bien la structure coréenne, on comprend aussi facilement la structure chinoise et vice-versa. Et est-ce que c'est déjà, parce qu'on a l'image aujourd'hui d'une Corée qui est très très peuplée, vraiment densément peuplée, est-ce que c'est déjà un petit peu le cas à l'époque ou pas encore ? Ce qui est intéressant avec les sources de cette période, c'est qu'on n'a pas grand-chose sur la population. Ce sont des sources, des sources qui sont très lacunaires, on en compte très peu d'ailleurs, qui tournent autour de la figure du roi, des gestes du roi, de l'aristocratie, et le peuple n'intervient que de temps en temps pour se plaindre, pour pleurer, mais on n'a malheureusement pas de chiffres, et de même les travaux archéologiques se basent en Corée du Nord, donc on n'a pas forcément beaucoup d'informations à ce sujet. Oui, donc on n'a pas de sources administratives, de sources économiques qui permettent d'avoir ce genre de renseignements ? La source administrative est inclue dans l'histoire officielle du Koryo, mais elle est très lacunaire parce que cette source-là, en fait, qui a été rédigée de 918 à 1392, elle a été compilée par la suite. Donc on a perdu les annales de base et ça a été compilé par un royaume qui, par la suite, a dû légitimer son ascension au pouvoir et pour ça a choisi les éléments qu'il voulait choisir pour critiquer au maximum la dynastie précédente. Donc c'est une histoire officielle qui est très lacunaire, très biaisée, et il faut prendre tout ça en compte quand on étudie cette période. Et alors, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, mais est-ce que tu peux nous raconter peut-être quels sont les grands événements qui ont marqué la période que tu as étudiée et qui ont eu une influence sur l'histoire du royaume ? Donc ce que je peux dire sur les grands événements entre 918 et 1392, c'est d'abord, on a 100 ans de coup d'État militaire entre 1170 et 1270. C'est un contexte très important pour mon sujet. Donc pendant 100 ans, on va avoir des rois qui ne sont que des marionnettes et qui sont soumis à un pouvoir militaire. Et c'est important de comprendre dans cette organisation du Koryo que d'un côté, on a les fonctionnaires lettrés, mais on a également des militaires. Et les militaires sont parfois relégués au second plan et ils ne sont pas respectés. Et donc, il va y avoir une sorte de revanche établie par ces militaires-là, justement, qui veulent être traités à leur juste valeur, parce que les militaires au Koryo sont assez importants. Dans d'autres événements historiques qu'on peut parler en lien avec le Koryo, bien sûr, il faut prendre en contexte l'histoire de l'Asie orientale, donc les invasions, les incursions étrangères. Et on a, par exemple, dans l'histoire de la Chine, des empires comme les empires Jurchen, Khitan, qui ont attaqué à plusieurs reprises la péninsule coréenne et à chaque fois, bien sûr, c'était les militaires qui étaient sur le front. Et l'autre événement, peut-être le dernier événement très important et qui est central pour mon sujet, c'est l'Empire mongol. Et l'arrivée donc de l'Empire mongol en Asie orientale et son lien avec la Corée. Alors, je te demande quelque chose de difficile. Est-ce que tu peux nous rappeler et nous résumer ce que c'est l'Empire mongol ? Parce que je pense que j'en ai jamais parlé dans Passion médiéviste. J'aimerais beaucoup. J'ai peut-être une idée d'un invité que j'aimerais bien avoir peut-être pour hors-série parce qu'il n'est plus doctorant. Mais est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est l'Empire mongol ? Alors l'Empire mongol, qui commence donc à la fin du XIIe siècle avec ce personnage mythique de Genghis Khan, et qui fonde un empire qui commence dans les steppes, dans l'actuelle Mongolie, mais qui s'étend vers les portes de l'Europe jusqu'en Corée à l'est. Donc on a vraiment un empire jusqu'au 14e, voire 15e pour certaines parties de cet empire-là, qui perdure. C'est donc un empire avec
à sa tête une aristocratie mongole, une aristocratie qui est composée d'une ethnie mongole et d'autres ethnies proches des Mongols, et qui va dominer cette partie du monde. Un autre personnage connu de cette histoire-là, c'est Kubilai Khan. Et Kubilai Khan, à partir de 1259, déplace la capitale, qui était à Karakorum, mais il la déplace dans l'actuel Pékin. Et de là, on va avoir l'histoire mongole qui se centre en Chine. Et selon certains chercheurs, l'empire a été divisé en 4. Donc on a l'île Khanate en Perse, on a la Horde d'Or, on a les Chagatai, donc différentes parties de l'Asie centrale, différentes parties pour couper un peu cet empire-là. Et du côté de la Chine, on a ce qu'on appelle cet empire des Yuan, mais en réalité, l'empire des Yuan, c'est l'empire mongol. Donc c'est vrai que pour le titre de ma thèse, j'ai daté ça de 1271 à 1369 pour rentrer dans une sorte de cadre historiographique, mais en réalité, si je devais dater, ça serait vraiment à partir de la fin du XIIe. Mais la relation avec la Corée, ça commence vraiment en 1218. Une question qui est importante quand même, Gülsen, avant qu'on continue de parler de la Corée, parce que est-ce que c'est possible de faire une comparaison entre ce royaume et les royaumes européens? Et de même, est-ce qu'on peut parler de Moyen-Âge pour la Corée? Parce que, c'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve des découpages historiques qui sont comparables à ce qu'on retrouve en Europe occidentale? Concernant la question des comparaisons, je pense qu'il serait possible de mettre en place des comparaisons quand on regarde dans le détail, mais en réalité, je ne pense pas que ce serait très pertinent parce qu'on a vraiment une réalité propre à l'Asie orientale, une réalité propre à des gouvernements est-asiatiques qui sont mis en place. Mais c'est vrai que, par exemple, je me suis posé la question pour les alliances matrimoniales. Je me suis demandé, est-ce qu'on aurait quelque chose d'équivalent avec les Médicis en Europe, en Asie orientale, et ce serait peut-être les Mongols qui ont mis ça en place, mais en réalité, ce serait des comparaisons qui iraient beaucoup trop loin, je pense. Ce qu'on essaie de faire, nous, en études est-asiatiques, c'est vraiment de regarder les termes et les concepts utilisés dans les sources, donc les termes vernaculaires, pour essayer de comprendre la réalité de l'époque en termes coréen, en termes chinois. Et de ne pas plaquer juste des concepts européens sur donc, cette réalité est-asiatique, c'est ça? Exactement. D'où vient le problème du terme de médiéval. Ces concepts européens de médiéval, prémoderne, moderne, c'est quelque chose que la Corée a calqué au XXe siècle. Et c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on étudie l'histoire en Corée. Ce qui est très pratique pour l'histoire de la Corée, c'est que l'histoire ancienne, c'est les 3 royaumes, l'histoire médiévale, c'est le Goryeo, l'histoire prémoderne, c'est le Choson. Donc on a des dynasties par période. Donc c'est très pratique pour nous lorsqu'on enseigne. Et pour le coup, la dynastie, c'est une réalité historique, donc là, on a ce cadre-là qui existe. Exactement. Donc pour enseigner et pour vulgariser un peu cette période, c'est très facile et c'est très pratique d'utiliser ce cadre-là. Mais en réalité, la construction de l'histoire, en tout cas du côté sud-coréen, c'est en réponse au XXe siècle. Il y a eu une colonisation japonaise en Corée, et donc l'histoire coréenne a commencé à être écrite par des Japonais qui essayaient de prouver que finalement la Corée n'a pas eu d'histoire médiévale et d'histoire prémoderne, et d'ailleurs l'histoire moderne commence avec les Japonais et la venue des Japonais en Corée, et que la Corée n'a seulement eu une histoire ancienne. Et donc en réponse à ça, les chercheurs coréens ont commencé à mettre en place des théories pour dire que non, la Corée a eu une histoire médiévale et on va vous le prouver. Mais donc, il n'y a pas, comme on peut avoir malheureusement en Europe, déjà quand on dit le Moyen-Âge, même si on l'a compris que dans ce podcast, on essaie de montrer que c'est pas négatif, mais il y a quand même, ne serait-ce que par ce terme, un côté négatif. Est-ce qu'on a ça, du coup, aussi en Corée, le fait de dire, oui, il y a les âges d'or, les âges un peu sombres? Alors pas du tout. La période médiévale n'est pas du tout vue comme une période sombre, à part peut-être quand on parle de la période où les Coréens sont soumis aux Mongols. L'histoire est vue en termes de cycle.
Donc chaque dynastie commence en réponse à une ancienne dynastie qui du coup a fait un peu n'importe quoi, a utilisé tout l'argent, a créé de la famine. Et donc en réponse à ça, on a une dynastie qui monte au pouvoir, qui a le mandat du ciel, donc qui a une force un peu divine et qui est légitime à régner sur le territoire. Et puis au fil du temps, cette dynastie va avoir un apogée et bien sûr un déclin. Et donc on voit l'histoire coréenne et l'histoire chinoise de cette manière-là en cycle. Et donc dans le déclin, ça permet de justifier la montée au pouvoir d'une nouvelle dynastie. Et donc, on pense plutôt en termes donc, d'apogée, de déclin, et c'est valable pour toutes les dynasties, plutôt qu'une seule période qui serait sombre. Oui, on n'est pas sur une grosse période comme le Moyen-Âge où c'est 1000 ans. Là, effectivement, on est sur des périodes qui donc, comme tu as dit, avec des cycles, mais qui sont un peu plus réduites. Exactement. Et donc, on l'a dit, tu travailles donc, sur les liens créés par les alliances matrimoniales entre donc, cet empire Goryeo. Oui, très bien, c'est parfait. À la fin, j'ai bien de dire. Et donc, l'empire mongol. Mais si j'ai bien compris, il y a une forme de domination de l'un sur l'autre. Donc, comme si, à un moment, le royaume du Goryeo était inclus dans l'empire mongol ? La question des relations diplomatiques entre la Corée médiévale et les empires voisinants est très intéressante. Ce que je peux dire déjà, c'est que dans la vision de l'histoire est-asiatique, on part du fait que la Chine est au centre, et autour, il y a des barbares. Et la Corée, c'est ce barbare de l'Est. Et donc, les royaumes coréens ont tout fait pour se prouver comme étant un pays civilisé. Donc, ils ont adopté les concours de fonctionnaires, ils ont appris le chinois classique, et ils ont pris comme modèle l'État chinois confucéen. Et donc, ils ont essayé de se prouver pendant des siècles et des siècles. Et lorsqu'on étudie justement cette relation entre les Mongols et la Corée, il y a une tendance à utiliser ce schéma-là. Partir du fait que, justement, l'empire mongol, dans les études on parle plutôt d'empire des Yuan en Chine, qui serait donc un empire sinisé, ce que bien sûr je réfute totalement, on part du fait que la Corée était tributaire aux Mongols, comme elle l'a été tributaire à des empires chinois Han. Et en réalité, les sources également utilisent des termes qui vont dans le sens de alliance tributaire, on donne un tribut tous les ans, autant d'argent, autant d'animaux, etc., etc. Donc une forme de soumission. Exactement. Sauf que réfléchir en ces termes, ce serait plaquer des concepts chinois à une réalité mongole. Et ça ne conviendrait pas. Donc il faut repenser tout le cadre. Et il faut aussi comprendre que les sources ont été donc compilées par la suite par des fonctionnaires néo-confucéens, donc une évolution du confucianisme plus rigide en Corée, et que donc les cadres confucéens doivent être appliqués pour permettre une continuité historique. Il faut lire entre les lignes, et lorsqu'on lit entre les lignes, on se rend compte effectivement que le Goryeo n'était pas simplement un pays tributaire aux Mongols, mais qu'il était à 100% intégré dans l'empire mongol. Et c'était une sorte d'apanage, et à la tête, on avait un prince impérial, mais en fait un roi coréen, un gendre impérial, on a même le terme de gendre impérial dans les sources, qui donc, ce gendre-là, épouse une princesse impériale pour avoir ce titre et pour avoir une position importante dans la cour mongole. Et donc, raconte-nous ces alliances matrimoniales, parce que donc là, j'imagine, on parle surtout des alliances matrimoniales donc, pour les élites. Qu'est-ce qu'on sait déjà de ces élites ? Qu'est-ce qu'on sait de leur façon de vivre ? Parce que là, on parlait un peu du géopolitique au niveau global, arrivons un peu aussi à l'échelle humaine. Qu'est-ce qu'on sait de ces élites-là ? Ce que l'on sait sur les élites du Goryeo sont limitées à ce que les sources nous donnent. La source de l'histoire officielle du Goryeo est bien sûr centrée sur le roi, et on a tout de même une catégorie de biographie. Et cette catégorie-là, elle est classée d'une manière thématique. Donc on a d'abord les princesses. Avant ça, on a les princes, bien sûr. Donc les princes, les princesses. Et puis on a également les sujets méritants. Et une partie de l'élite peut avoir ce titre-là si ils ont aidé le roi, ou s'ils ont sauvé la vie du roi d'une quelconque manière, ou s'ils ont sauvé le royaume d'une quelconque manière. Mais on a également des catégories de traîtres, et c'est là où on peut avoir des histoires assez intéressantes sur ces élites-là, comment elles étaient assoiffées de pouvoir. Donc il y a ce jeu un peu, donc je parle de souverain et de pouvoir royal, mais en réalité on a une forme d'oligarchie. On a un roi et une aristocratie très puissante, parfois très riche, qui peut utiliser les alliances matrimoniales pour prendre le pouvoir, ou qui peut justement influencer le roi dans ses décisions. Pour la façon de vivre des gens au Goryeo en général, en dehors du roi, on a
une seule source qui est chinoise d'un émissaire des Song, donc là on est au XIIe siècle, qui se rend à la capitale et qui met en place donc un rapport pour les Song. Et dans ce rapport-là, il explique les vêtements portés par des membres de l'aristocratie, mais également du roi. Il explique également, alors il y a des détails assez croustillants sur le fait que en fait, les Coréens sont propres. Ils se lavent tous les jours. En fait. Ils se lavent, en été, ils se lavent tous les jours, etc. On a ce genre de détails. Mais par contre, on peut avoir des détails très croustillants sur certaines choses, mais je ne peux pas vraiment dire ce que l'on sait sur ces élites-là de manière très précise, sur la manière de vivre, sur où est-ce qu'ils sont logés, comment ils mangent, parce qu'on n'a absolument aucune information sur ça. Mais c'est bien aussi de montrer qu'on ne sait pas tout en histoire et je pense que c'est important dans ce podcast. Donc tu travailles sur les alliances matrimoniales. Alors, donc comment elles se font, les alliances matrimoniales? Raconte-nous, parce que là, tu as, je pense, un peu plus de détails là-dessus, notamment déjà même avant de parler de l'enjeu politique. En général, à quel âge est-ce que les personnes sont mariées? Parce que j'imagine que c'est quand même beaucoup, on n'a pas trop le choix de qui on se marie à cette époque-là. Et quelles sont un peu les étapes des alliances matrimoniales? Alors, le mariage, c'est plutôt à 14-15 ans. Pour tout ce qui est rites matrimoniaux, on n'a absolument aucune information pour le Goryeo. Par contre, on peut se référer potentiellement à des rites en Chine et on peut partir du fait qu'il y a eu des rites assez similaires. On sait qu'il y a par exemple des pratiques, le mari réside dans le domicile de l'épouse et de sa famille, donc on peut avoir ce genre d'informations-là. Mais il est vrai qu'on a beaucoup plus d'informations sur les alliances matrimoniales avec l'Empire mongol, parce que là, pour le coup, on a des biographies de princesses impériales extrêmement précises, ce qui est rarissime dans cette source officielle. Et donc ce que je peux dire sur ça, c'est que d'abord, il y a des pratiques à 100% mongoles et des pratiques à 100% coréennes. En Corée, le mariage, en tout cas dans la capitale et avec la cour royale, est utilisé de manière stratégique. Au début du Goryeo, par exemple, le fondateur du Goryeo a parfois même marié ses enfants entre eux. Parce que, alors, faut savoir que le fondateur du Goryeo a eu plus d'une vingtaine d'épouses, parce qu'il a voulu justement unifier la péninsule, et donc il fallait unifier tous les clans de la péninsule. Donc il s'est marié avec tout le monde. Il s'est marié avec tout le monde, il a eu des enfants avec tout le monde, et il a marié ses enfants entre eux pour justement éviter que d'autres clans aristocratiques prennent le pouvoir. C'était pas mal vu le fait de marier ses enfants entre eux? Alors, à l'époque, c'était sûrement bien vu parce que le roi le disait, mais c'est vrai qu'on a une critique très forte des Confucéens qui ont compilé la source et qui ont dit « mais c'est tout à fait immoral et comment ils ont pu faire ça ?» Et bien sûr, cette pratique s'est arrêtée au milieu du Goryeo. On n'a plus de mariage entre frères et sœurs. Par contre, on a des mariages entre cousins, très importants. Et ces mariages entre cousins de la famille royale s'arrêtent avec l'arrivée des Mongols. Parce que les Mongols, eux, sont pour une exogamie et donc ils demandent à ce que... donc l'exogamie, c'est se marier en dehors de son propre clan. Et ils demandent aux Coréens d'arrêter de se marier entre eux. Il y a une mention très précise de Kubilai Khan qui dit à un roi coréen « Arrêtez de vous marier entre vous, mariez-vous avec nous ». C'est une mention qui vient après le premier mariage officiel. Et est-ce que tu sais pourquoi a eu lieu ce premier mariage officiel entre les Mongols et la Corée ? Alors en 1269, on a une première demande en mariage de la Corée. Ça émane d'un roi coréen. Alors il y a eu plusieurs recherches pour expliquer pourquoi ce roi a décidé de se marier aux Mongols. La réponse est assez simple. Pour survivre, 1269, on est à la fin de cette période de prise de pouvoir des militaires. Et donc pour reprendre le pouvoir, le roi savait très bien qu'il avait besoin d'alliés puissants. Et l'allié puissant par excellence à l'époque, c'est l'Empire mongol, c'est Kubilai Khan. Et donc, il demande en mariage pour son fils une des filles de Kubilai Khan. Kubilai Khan accepte, puis il dit qu'il n'a plus de filles à disposition. Et puis, en 1270, le roi coréen renvoie une missive pour redemander un mariage. Kubilai accepte. Et 4 ans plus tard, donc en 1274, a eu lieu cette première alliance matrimoniale entre la fille, la cadette de Kubilai Khan, Kutluk Kalmish, et le prince héritier, qui, par ce mariage, devient le roi du Goryeo. Oh, wow! Donc l'intronisation des rois coréens à la fin du XIIIe et au XIVe siècle vient après un mariage avec une princesse impériale. Du coup, c'est dans ce sens-là, forcément, on va chercher les femmes ailleurs, mais on va pas chercher des maris ailleurs, ou est-ce que peut-être quand c'est des mariages de moindre importance, on peut avoir dans ce sens-là aussi ? Alors c'est là où peut-être il est important de mentionner des pratiques matrimoniales des Mongols, en tout cas de l'Empire mongol, en commençant par Genghis Khan, qui donnait ses filles
en mariage à ses alliés. Et une fois que ses alliés étaient donc en train de périr en guerre, ce sont ses filles qui prenaient le pouvoir dans les régions alliées. Oh, trop cool. Elles étaient bien formées, elles étaient... Alors, tu vas y aller, mais dès que c'est possible, tu prends le pouvoir, c'est ça ? Exactement. Et donc on a, au début en tout cas de l'Empire mongol, on a ces histoires-là, mais en réalité, il y a eu par la suite, en tout cas des théories là-dessus. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les Mongols donnent des filles ? Est-ce qu'ils prennent des filles ? Et la théorie, en tout cas plus ou moins acceptée, mais que j'essaye, et je vais essayer en tout cas de continuer à remettre ça en question, c'est de dire que les ethnies proches des Mongols pouvaient donner et recevoir des filles, alors que les alliés, ethniquement loin des Mongols, ne pouvaient que prendre des femmes mongoles, des princesses impériales. Et ils ne pouvaient pas donner des filles en retour. Donc c'était que dans un sens, vraiment. C'est pour les royaumes qui n'étaient pas proches des Mongols et qui ne s'étaient pas soumis très tôt aux Mongols, effectivement, la théorie veut qu'on ne puisse accepter de princesses. Parce que du coup, là, les Coréens, donc, dans ce cas-là, ils gagnent une alliance avec donc, un empire qui est respecté, qui est plutôt puissant. Mais qu'est-ce que gagnent les Mongols dans cette histoire ? Alors ça aussi, ça a été étudié. 1269-1270, c'est également la période où Kubilai Khan, qui est au pouvoir, a un pouvoir qui est finalement pas très stable. Il a eu, avant son intronisation, un énorme problème avec son frère qui voulait également monter sur le trône. Ça, c'était en 1259, donc 10 ans plus tard, il n'a toujours pas sa légitimité. Son pouvoir est toujours remis en question par des membres de sa famille. Et donc, pour se prouver, il faut toujours conquérir et aller plus loin. Et vient en ligne de mire le Japon. Envahir le Japon. Pour envahir le Japon, les Mongols ont besoin de la Corée. Ils ont besoin des militaires coréens, ils ont besoin des navires coréens, ils ont besoin de cette proximité de la Corée géographique avec le Japon. Et donc c'est une des raisons qui est mise en avant pour accepter cette alliance matrimoniale. D'accord. Oh, mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur juste ça. Mais aujourd'hui, on essaie de se centrer un petit peu sur la Corée. Tiens, justement, on a parlé un petit peu de ce qu'on sait de la société coréenne. Qu'est-ce qu'on sait de la religion en Corée ? Parce qu'on a parlé de Confucius, mais Confucius, est-ce que c'est pas une religion ? Enfin, le confucianisme, est-ce que c'est peut être considéré comme une religion ou pas ? Alors le terme de religion, c'est quand même un concept très européen qui a été introduit en Corée au XXe siècle. Et de là, on a commencé à faire des catégories. Est-ce que le bouddhisme, c'est une religion ? Réponse, oui, c'est une religion. Donc le bouddhisme est considéré comme étant une religion. Le confucianisme, est-ce une religion ? Ils ont décrété que non, ce n'était pas une religion. C'est plutôt, le confucianisme, c'est en lien avec des rites d'État, c'est en lien avec le gouvernement, c'est une manière de bien gouverner, c'est l'art de bien gouverner, le confucianisme. Au Coréa, ce qu'on peut considérer comme étant une religion d'État, avec bien sûr un terme très anachronique, ce serait le bouddhisme. Le bouddhisme qui a pleinement sa place depuis les royaumes anciens, qui a sa place depuis le 5e siècle en Corée. Et pour le coup, les rois et les reines coréens se rendaient souvent, systématiquement, dans des monastères pour prier. Il y avait également des fêtes qui rythmaient l'année en lien avec le bouddhisme, la fête des lanternes, etc., etc. Et donc, la religion du Koryo, ce serait peut-être donc le bouddhisme. Mais tu l'as dit tout à l'heure, quand tu parlais de tes recherches, on a quand même des traces donc, de personnes musulmanes en Corée ? Alors, des personnes qu'on considère être musulmane, est-ce que c'est très compliqué les terminologies en chinois classique ? On ne sait pas parce que, alors parfois ils transcrivent des termes avec des caractères chinois, mais ce sont des termes étrangers. Et donc comment se savoir vraiment à 100% qu'il s'agit de musulmans ? Parce que le terme n'apparaît pas en tant que tel. On a des termes qui font référence à des peuples d'Asie centrale, à des Ouïghours. Les Ouïghours, pour certains d'entre eux en Chine, étaient musulmans, mais pas tous. Donc on ne peut pas savoir à 100% qu'ils étaient musulmans, mais il y avait effectivement beaucoup d'étrangers en Corée à l'époque. Ouais, je me demandais, est-ce que c'était des personnes qui venaient de péninsule arabique ? Non, c'est quand même beaucoup plus Asie-centré quand même. Oui, c'est l'Asie centrale et la Perse. Parce que je me disais, là, vraiment, on aurait eu des voyageurs incroyables qui seraient venus, mais non, c'est pas ça. Alors, on a effectivement des personnes de Perse. J'ai vu, par exemple, le nom de Ahmad dans la source coréenne, dans l'histoire officielle coréenne, transcrit avec des caractères chinois. Donc, il faut pouvoir reconstruire ces noms. Mais on a effectivement des personnes qui viennent de l'île Hanad, donc la partie perse de l'Empire mongol, et de l'Asie centrale, beaucoup d'Asie centrale. France Culture. La chute de Silla, il y a toujours cette période
de ce magnifique royaume dont vous venez d'évoquer le faste, l'efficacité, le rayonnement, et puis il y a un déclin, et puis de nouveau une résurgence. C'est une sorte de pneumatisme sur la longue durée qui est assez frappant. Oui, un systole, enfin oui, un battement de cœur d'une certaine manière. Alors après, quand même, le royaume de Shilla, il y a une petite remontée. Le royaume glisse vers le nord et prend le nom de Goryeo ou Koryo. D'où Corée, parce que ce royaume avait une spécialité qui était d'extraordinaires céladons, des porcelaines remarquables, un verre de jade inimitable et qui était vendu non seulement en Chine, mais suivait la route des caravanes et arrivait jusqu'en Occident, si bien qu'on avait connaissance qu'il existait un pays merveilleux où l'on façonnait ces porcelaines remarquables qui s'appelait Koryo. On en a fait Corée. Le nom actuel de la Corée, pour nous, vient de ce royaume. La Corée, actuellement, ne se dit pas du tout Corée. Au sud, le pays s'appelle Hanguk, le pays des Han. Et on en a fait Korea en anglais ou en américain, à cause de ce royaume qui, entre le 10e et le 12e siècle, était une sorte de génie industriel. Et après la religion, est-ce que tu peux aussi nous raconter l'art à l'époque ? Si tu dois décrire l'art, les différents types d'art qu'on trouve en Corée à cette époque-là. Alors l'art du Koryo, ce serait l'art bouddhique. Je pourrais uniquement aborder ce point-là parce qu'il y a effectivement quelque chose qui est très connu. Autre chose en dehors de l'art bouddhique qui est très connu, ce sont les céladons du Koryo. Les quoi ? Des céladons, des céramiques que les Chinois adoraient. Donc on a des vestiges des céramiques en Chine. Et concernant l'art bouddhique, on a des vestiges au Japon. Ah ouais. Et donc parce qu'on a des vestiges à droite à gauche, on peut parler d'un art bouddhique au Koryo à cette époque, ou alors du fait que les céladons étaient très réputés, les céladons coréens étaient très réputés à l'époque. Mais on a très peu de vestiges matériels en Corée. Si on en a, c'est en Corée du Nord, là que c'est très compliqué. Je sais que pour le Koryo, on a une pagode qui nous est restée. On a des traces dans les textes d'autres pagodes qui ont été construites à l'époque, mais on n'a rien. Je me suis également intéressée aux îles coréennes, parce que c'était des îles où des princes mongols étaient envoyés en exil, et on a des sources qui disent que ils ont construit des pagodes. On n'a aucune trace de ces pagodes. Parce qu'elles ont été détruites à des occasions particulières. Enfin, est-ce qu'on a une trace de ça ou pas du tout ? Elles ont sûrement été détruites. Alors, l'histoire de la Corée est remplie d'invasions, de guerres, de destructions. Le sol coréen est également très acide, donc les vestiges ne restent pas forcément quand ils sont enterrés. Donc, c'est des questions très complexes en archéologie de la Corée. Il y a également l'archéologie sous-marine qui est en train de se développer pour essayer de voir si on peut trouver des vestiges, mais ça reste rare. Est-ce que tu as dit que tu as des biographies dans tes sources ? Est-ce qu'il y a peut-être des personnes en particulier que tu aimerais évoquer et sur lesquelles tu travailles ? Mon corpus de base, ce sont les biographies des princesses impériales. On a 8 biographies, plus ou moins longues, dont 2 vraiment très détaillées, qui sont à la base de mon corpus. Et autour de ça, bien sûr, je regarde des biographies de princesses royales, parce que quand je parle de princesses impériales, en fait, ce sont des reines de Corée. Mais qui viennent de l'Empire mongol ou qui viennent de Corée à la base ? Alors ces princesses impériales, justement, elles sont mongoles. Ce sont des princesses impériales de l'Empire mongol qui sont venues en Corée pour se marier. En fait, elles se marient plutôt à la capitale mongole qui est dans l'actuel Pékin. Et avec leur époux, elles se rendent en Corée pour prendre place à la cour. Elles ne viennent pas seules, elles viennent justement avec des étrangers. Elles viennent avec des intendants privés qui sont d'origine très différente, mongols, ouïghours, etc., etc. Et elles viennent avec des centaines de chariots, donc beaucoup d'objets précieux. Elles viennent avec également des pratiques mongoles que l'on voit dans les sources coréennes. Et à cet égard, les sources coréennes prennent une place très importante dans l'histoire de l'Empire mongol, même si elles ne sont pas utilisées dans ce contexte-là, parce qu'on a des vestiges, en tout cas on a des traces de pratiques mongoles que l'on a nulle part ailleurs. On a également des mots mongols qu'on a nulle part ailleurs. Et c'est le travail de l'historien d'essayer de reconstruire un peu ces termes-là. Mais par exemple, on a des mentions au sujet des tentes en feutre que les princesses impériales amenaient et qui étaient installées avant même leur arrivée pour y effectuer des rites de purification. Donc elles habitaient dans des tentes en feutre la plupart du temps. Et puis par la suite, elles prenaient place dans leur propre cour, des bâtiments en dur. On a également des mentions de la mise en place de ces tentes. Alors pourquoi on a ces mentions ? Parce que le peuple en souffre. Des personnes meurent à cause de ces grandes constructions-là, à cause de ces déplacements de yourtes, de tentes en feutre. Et donc, parce que des personnes en souffrent, on a des mentions. Et c'est ce qui caractérise les biographies des princesses impériales. On a des détails parce que
quand même des princesses d'origine mongole, donc des barbares du nord, selon le point de vue confucéen. Oui, là, du coup, c'est inversé, du coup, c'est les barbares de l'autre côté. Exactement, c'est-à-dire que la Chine, qui est donc au centre du monde, la Chine, maintenant, celle qui est au centre du monde, c'est l'Empire mongol. C'est cet empire qui est considéré par les confucéens comme étant des barbares, qui prennent le pouvoir. Et donc les Coréens se retrouvent comme étant ce dernier pilier de la civilisation confucéenne. Ils se retrouvent face à des Mongols qui ne connaissent pas les rites confucéens, qui mettent en place leurs propres pratiques. Et c'est cette étrangeté dans les sources qui intrigue les compilateurs confucéens du Choson, donc de la période suivante. Et c'est aussi quelque chose qu'ils critiquent. En gros, ils disent... Regardez la dynastie des Wang du Goryeo, ils ont justement périclité parce ils sont devenus mongols eux aussi. Ils ont adhéré à des pratiques des barbares et donc ils ont périclité pour ça. Et donc c'est ça qui est très intéressant dans les sources. Concernant les noms, alors on a cette première princesse mongole, la cadette de Kubilai Khan que j'adore particulièrement, qui est Kutluk Kalmish. Elle est très jeune par rapport à son mari. Il y a peut-être 25 ans de différence entre les deux. Elle arrive en Corée à l'âge de 16 ans. Pourtant, les mentions à son sujet, c'est elle qui course son mari pour le taper. C'est ça qui m'a beaucoup intriguée, en tout cas dans mon premier mémoire, j'avais parlé beaucoup d'elle, parce que c'est elle qui ramène beaucoup d'étrangers, en tout cas dans sa cour. Donc elle, il faut la mentionner, parce qu'elle est quand même assez impressionnante. Mais on a également la dernière princesse impériale en Corée, la dernière reine d'origine mongole en Corée, qui s'appelle Bota Shirin. On la voit comme titre, son titre qu'on lui donne, c'est Noguk Taejang Kongju, donc on l'appelle la princesse Noguk. Elle aussi très connue parce qu'elle sauve à 2 reprises son époux. Elle se met devant des envahisseurs chinois, elle se positionne devant eux, elle se positionne devant des militaires opposés au roi, et elle leur dit « si vous voulez passer pour tuer mon mari, il faudra passer par moi ». Et cette action-là choque tellement ces personnes-là qui vont faire demi-tour et ils ne vont pas tuer le roi. Donc on a des détails assez croustillants qu'on a nulle part ailleurs dans les sources coréennes. Là, pour le coup, c'est vraiment des détails très précis sur ces princesses. Et alors, qu'est-ce qui met fin à l'Empire Goryeo en 1392 ? Parce que c'est quand même assez précis comme date. La fin du XIVe siècle, c'est la fin de l'Empire des Yuan en Chine, donc l'Empire mongol du côté chinois. Et alors ça, c'est plutôt 1360, 1368. Et par la suite... Ce que l'on remarque, c'est que les Wang, la dynastie des Wang du Goryeo, perd son allié qui avait légitimé son pouvoir à la suite des militaires. On a eu 100 ans de relations diplomatiques, le pouvoir des rois qui était légitimé justement par un empire mongol, cet empire périclite, les Wang se retrouvent à nouveau face à des militaires qui veulent prendre le pouvoir. Et un de ces militaires-là, il s'appelle Yi Song-hae, qui est le fondateur du Choson, qui est un général du Goryeo, qui est pro-chinois et anti-mongol selon les sources, et qui va être envoyé pour protéger la frontière. Protéger la frontière d'un empire qui s'appelle l'empire des Ming, un empire chinois qui a remplacé les Mongols. Et donc on l'envoie lui parce que justement il est pro-chinois, donc il faut qu'il prouve sa valeur au roi. Sauf que lui, il se dirige effectivement vers la frontière, mais il se retourne. Il se retourne avec son armée et il déferle sur la capitale. On aurait pu s'en douter quand même. Hein. Exactement. Et il met les rois dans une position à nouveau de marionnette. Pendant 10 ans, donc là on est dans les années 1380, pendant 10 ans il va faire ça. Et puis Yi Song-hae, lui, il va faire des rêves. Il va voir que... un descendant des Wang va reprendre le pouvoir, et en fait, ce genre de rêve-là va l'influencer, et il va massacrer toute la dynastie des Wang pour justement asseoir son propre pouvoir. Genre, oh oui, j'ai fait un rêve, donc je peux tous vous tuer. Bah, exactement. Super, merci. Et là, il y avait également des fonctionnaires qui étaient opposés à lui, donc il y avait vraiment une ambiance pas très sympathique à l'époque. Et donc, il va mettre en place cette dynastie des Yi du Choson dès 1392, soutenue par l'empire chinois des Ming. Et de là, on a une nouvelle dynastie, un nouveau royaume qui suit du coup le confucianisme à fond pour le coup. Et surtout, la première chose que Yi Song-hae demande lorsqu'il monte au pouvoir, c'est il faut compiler l'histoire de la dynastie Wang. Et de là vient plus de 60 ans de compilation de tous ces annales qu'on a perdus. Il ne reste que la compilation finale. Une forme de réécriture en fait, un petit peu. Exactement. Donc on ne peut pas savoir à 100% qu'est-ce qui a été modifié. On a des ajouts de commentaires de fonctionnaires confuciens très intéressants, mais on part du fait qu'ils ont gardé des détails justifiant leur légitimité au pouvoir, donc critiquant bien la fin du Goryeo et en critiquant abondamment les Mongols.
Et en faisant en sorte que toutes les sources d'avant ont bien été dispersées, on va dire. Les sources d'avant, en fait, elles ont été dispersées pas de leur fait, mais plutôt à cause des guerres, à cause des invasions. Au XVIe siècle, on a les invasions japonaises qui détruisent un peu tout sur leur passage. Donc on a des événements un peu historiques par la suite qui font qu'ont été détruits pas mal de sources. D'ailleurs, les annales étaient très mal conservés. Ils étaient conservés dans des montagnes, la Corée est très humide. Le papier n'était pas forcément de très bonne qualité. On était déjà sur du papier pour tout ça On était déjà sur du papier, exactement. C'est le papier coréen, le hanji, qui apparemment a été utilisé par les Mongols. Il y a une recherche très 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 actuelle, justement à la BNF, sur une lettre reçue d'un khan, d'un empereur mongol, à un roi français. Et cette lettre-là, peut-être, aurait été écrite sur un papier coréen. Alors, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on en a parlé dans un épisode de cette lettre. Je crois que dans un épisode de Super Joute Royal, quand on parle des rois de France, on avait mentionné qu'il y a un moment, un prince mongol qui avait envoyé un peu en mode « Attention, soumettez-vous à moi ». Exactement. Je crois, est-ce que c'est celle-là? Oui, j'imagine. Oui. Il y a 2 lettres, je crois, qu'on retrouve. Mais apparemment, alors il y a des analyses en cours, c'est très 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 actuel. Il y a des analyses en cours pour tester le papier. Est-ce que c'est un papier coréen ou pas? Il y a pas longtemps, il y avait eu une exposition à la BNF sur l'imprimerie. Et il me semble qu'il y avait eu des papiers coréens qui avaient été présentés, je ne sais plus. Dans cette exposition à la BNF, il y avait la présentation de l'ouvrage qui s'appelle Chikji. Le Chikji, donc c'est un ouvrage bouddhique, un moine qui a recopié et compilé des textes bouddhiques qui datent du Koryo d'ailleurs. C'est un texte qui date du Koryo. Alors qu'est-ce qu'il fait en France, ce texte-là? Les Français s'étaient rendus sur l'île de Kanghwa au 18e, 19e siècle, alors je ne sais plus la date précisément, et ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont ramené... Typique français, ça. Ils ont ramené à la maison tout ce qu'ils trouvaient. Donc d'une part, il y a des vestiges en France de l'époque coréenne grâce à ça. Alors le Chikji particulièrement, c'est une autre manière, en tout cas pour les Français, de ramener des vestiges coréens, c'est ces grands diplomates du 19e siècle qui se sont rendus en Corée et qui ont acheté, pour le coup, plusieurs ouvrages. Le Chikji fait partie de cet ouvrage-là. C'est un ouvrage qui a été acheté par, du coup, un diplomate français qui est maintenant en France et qui est à la BNF, qui est écrit sur du papier coréen. Et c'est justement cette exposition-là à la BNF était autour de l'imprimerie, sur le fait que le texte le plus ancien qu'on a retrouvé en imprimerie métallique, en caractère mobile, c'est un texte coréen, écrit en chinois classique, mais c'est ce texte-là, le Chikji. Je pense que j'essaierai de mettre... je mettrai sur le site un lien pour en savoir plus sur cette exposition qui avait eu lieu, qui était super, et je pense que je vous mettrai des liens pour voir ce document qui est conservé à la BNF. Alors, on a parlé de plein de tes sources, donc je vais passer cette question habituée sur les sources, parce que je pense que tu en as évoqué plein, c'est super. On se doute que tu as eu plein de difficultés, mais quelles ont été tes principales difficultés pour tes recherches? Alors la première difficulté, c'est le manque de sources, et donc on doit lire entre les lignes de ce qu'on a déjà. La deuxième difficulté, la plus importante, c'est la difficulté de langue, le chinois classique. Il faut avoir accès au chinois classique. Et ce qui caractérise un peu les sources de cette période, ce sont des termes étrangers transcrits en chinois classique. Donc, transcrire les mots mongols, les noms mongols, c'est un enfer, parce qu'il faut pouvoir retrouver ces termes-là, ces mots-là, et pouvoir les transcrire convenablement. Donc ça pour le coup, c'est un réel enfer. Et est-ce que tu as eu des bonnes surprises pendant tes recherches? Les bonnes surprises, ce sont ces petits détails croustillants qu'on voit dans les biographies et qui, moi, égayent mes journées, parce que c'est souvent des choses inattendues qu'on retrouve dans les sources, comme j'ai pu dire, avec ces princesses-là qui parfois sont très violentes. Et c'est ces petits détails qui font très rire, donc voilà, c'est ces petites surprises-là un peu. Est-ce que tu as pu aller en Corée pour tes recherches? Alors, je me suis rendue plusieurs fois en Corée du Sud pendant toute mon éducation, justement en études coréennes. Et je me suis également rendue en Mongolie pour aller dans les bibliothèques. Mais par contre, le travail de l'historien médiéviste de la Corée médiévale n'est pas un travail en archives. Tout est entièrement numérisé. La Corée du Sud a fait un travail de numérisation qui est très impressionnant. Comparé à ce qui se passe au Japon et en Chine, pour le coup, on a du mal à parfois trouver certaines sources en ligne. La Corée du Sud a mis tout en ligne, disponible rien qu'avec un lien internet. Ils ont absolument tout mis en ligne. Il y a peut-être une seule source qui n'est pas en ligne que j'ai dû aller voir en archive, mais il y avait également des éditions imprimées, donc j'ai pu aussi l'acheter sans problème. Donc ils ont fait ce travail-là, minutieux, de numérisation, qui est très précieux pour nous. Merci la Corée de faire ce genre de travail. Effectivement, les autres pourraient s'en inspirer. Et est-ce que tu penses que tu aimerais continuer tes recherches? Parce que là, on l'a dit au début, ta thèse va bientôt être finie, va bientôt être soutenue. Est-ce que tu aimerais continuer de travailler sur la Corée? J'imagine que oui, parce que j'imagine que là, tu vas pas me dire non, finalement, je vais faire totalement autre chose. Ou peut-être?
Alors si j'arrive à finir à temps cette année, j'enchaîne avec un post-doctorat à Hambourg, justement sur un projet, on a reçu un financement européen sur la route de la soie et les diasporas justement ouïghours en Chine. Alors j'ai également rajouté la Corée, parce qu'il faut que je veux continuer à travailler sur la Corée. Et par la suite, bien sûr, mon rêve, ce serait d'enseigner dans une université française en études coréennes. Et il y a de la place pour ça? Parce que tu l'as dit au début, il n'y a pas énormément de gens qui sont spécialistes de Corée médiévale. Alors, il n'y a pas énormément de gens qui sont spécialistes de Corée médiévale, mais il y a beaucoup d'étudiants qui veulent apprendre le coréen. Et donc, on a des LLCER, donc des licences de langue, civilisation étrangère et régionale, qui s'ouvrent un peu partout en France. Et donc, il y a un besoin d'avoir des historiens, il y a un besoin d'historiens médiévistes. C'est grâce à K-pop Demon Hunter, c'est ça? Alors, entre autres, BTS et compagnie, ça a vraiment aidé pour le coup à développer les études coréennes en France. Oui, mais que ça développe aussi vers l'histoire de la Corée, c'est super que ça aille dans ce sens-là aussi. Mais bien sûr, parce que alors quelque chose peut-être à mentionner, c'est qu'en études coréennes en France, on a également des cours de chinois classique. Alors, c'est l'équivalent du latin en Europe. On a des cours de chinois classique. C'est pas le cas de toutes les licences de coréen en Europe. Mais en France, on a cette spécificité-là et il faut la garder, il faut la protéger. Et il faut apprendre le chinois classique. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient peut-être travailler sur la Corée médiévale, je peux te les envoyer. Est-ce que tu as peut-être un conseil pour ces personnes-là? Alors, le conseil, déjà, c'est apprendre le coréen. On ne peut pas faire l'économie de l'apprentissage des langues. Être très sérieux en chinois classique, parce que je vois mes étudiants, il faut prendre en compte le chinois classique, c'est très important, même pour l'apprentissage du coréen. Et bien sûr, s'intéresser aux pays voisins. Ne pas uniquement se centrer sur la Corée, mais regarder d'autres horizons. La Corée fait partie de l'Asie orientale, d'une géopolitique très importante. Et il faut prendre en considération ce contexte-là pour étudier pleinement la Corée. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la Corée au Moyen-Âge et peut-être que juste ça vous a donné envie d'en savoir plus. Donc merci beaucoup Gülsen Kilsi, mais c'était vraiment très intéressant, très passionnant. Je sens qu'on n'a que effleuré le sujet, donc je te dis bonne continuation pour tes recherches. Merci beaucoup, merci. Auditeurs, auditrices, sachez que ce n'est pas la première fois, alors c'est la première fois qu'on parlait de la Corée, mais ce n'est pas la première fois qu'on parlait de l'Asie au Moyen-Âge, même si j'ai plaqué un petit peu, mais j'avais déjà fait un peu la même chose parce que j'ai aussi fait des épisodes sur les Mayas et sur les Aztèques, donc là les Mexicas, donc là sur le côté plutôt le continent américain. Pour le continent asiatique, j'ai fait l'épisode 73 sur les images médiévales japonaises, donc avec Elna Lagréou, on avait parlé de ce sujet-là, c'était passionnant, et j'ai aussi fait un épisode, on était plus axé archéologie, l'épisode 93 sur l'Inde médiévale. Donc là aussi, si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. Et tiens, tant que j'en suis aux recommandations, je vous recommande un podcast qui n'est pas à moi, mais qui est fait par une amie. Et donc je vous le recommande si vous voulez en savoir plus sur la Corée. Un podcast s'appelle Gonbe. Gonbe en coréen, c'est un peu comme on dit chin-chin, santé. Exactement. C'est ça. Oui, exactement. Et donc là, voilà, si plein de recommandations culturelles sur la Corée. Moi, j'avais fait un épisode avec elle il y a longtemps pour parler d'une série qui se passe un petit peu dans l'histoire coréenne. Ils ont des jolis chapeaux, si vous voulez voir ça. Donc je vous mets le lien en description, ça s'appelle Gonbe. Et j'ai aussi, donc vous l'avez compris, d'autres podcasts si vous voulez écouter plein de choses avec des chercheurs et chercheuses qui parlent de leurs recherches. C'est donc Passion Antiquité avec un S Antiquité pour parler donc des antiquités dans l'histoire avec des chercheurs et chercheuses, et aussi Passion Modernisme pour parler d'époque moderne. Et on parle dedans d'époque moderne en Europe occidentale, mais j'aimerais beaucoup faire des épisodes aussi sur l'Asie. Donc si tu as des conseils, peut-être tu me diras, Gülsen, de gens qui travaillent sur cette époque-là. Sans problème. Je suis preneuse aussi. Tous mes podcasts sont à retrouver sur mon site passionmédiéviste.fr où je l'ai dit, il y aura un article qui accompagne cet épisode avec, on vous mettra si vous voulez notamment voir l'orthographe des noms donc on a évoqué, on mettra tout ça là-dessus. Vous pouvez aussi donc en profiter pour aller explorer donc le site, vous verrez. Si un sujet qui vous intéresse, mettez-le dans la barre de recherche, vous trouverez peut-être quelque chose qui vous plaît. Ou alors sur la page d'accueil du site, vous verrez, elle est bien mise à jour maintenant. Je vous mets plein de suggestions de thématiques pour aller explorer, que ce soit l'histoire culturelle, l'histoire des femmes, l'histoire des animaux, l'Espagne, l'Italie, il y a tout ça. C'est assez riche maintenant, j'ai quasiment... on approche bientôt des 300 épisodes de tout cumulé. Donc je pense que si vous êtes curieux en histoire, vous aurez plein de choses pour assouvir cette curiosité. Vous pouvez aussi retrouver Passion Médiéviste et compagnie sur les réseaux sociaux actuellement, notamment je me suis pas mal sur Instagram où je mets des petits extraits des épisodes si vous voulez un peu avoir un petit teasing pour dire tiens est-ce que j'écoute celui-là ou pas. Je vous annonce des choses aussi si vous voulez être un peu au courant des actualités de Passion Médiéviste.
Vous pouvez aussi suivre Passion Médiéviste en finançant Passion Médiéviste. Alors, si c'est possible pour vous et que vous en avez envie, vraiment à partir de 2 € par mois, vous pouvez soutenir mon temps de travail parce que grâce à vous, je peux vivre de Passion Médiéviste. Donc, merci énormément. Je vous explique comment faire pour me soutenir. C'est sur mon site passionmédiéviste.fr/soutenir parce que des fois ça change parce que les plateformes aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Donc, à chaque fois, je mets à jour sur mon site si vous voulez le faire. Et vraiment, merci énormément. Et si vous me soutenez, vous avez accès aux coulisses du podcast, notamment vous recevez une newsletter par mois, ça va, une par mois, c'est pas énorme, mais qui vous tient au courant des futurs épisodes, des futurs sujets, des futurs projets. Donc quand notamment je fais des enregistrements en public, vous êtes les premiers à avoir l'information, donc vous êtes vraiment privilégiés. Et aussi, vous pouvez avoir accès au Discord de Passion Médiéviste. Un Discord, c'est un peu comme un forum, si vous voulez, où là, vraiment, je partage les coulisses un peu en direct. Par exemple, l'épisode qu'on a fait aujourd'hui, j'aurais dit bien en avance, parce qu'on enregistre là vraiment des mois avant sa diffusion, donc eux, ils ont vraiment eu l'information, ils ont pu me donner des idées de questions aussi, donc merci énormément. En plus de Trevor que j'ai cité au début, je tiens à remercier Mélina, Julie et Laura qui ont soutenu le podcast le mois passé. Et parce que grâce à vous aussi, ça me permet de financer l'illustration de cet épisode. Donc chaque épisode a une illustration qui n'est pas faite par IA, mais qui est faite par des vrais artistes avec qui je travaille depuis des années. Donc merci à elles et eux. Et aussi, je tiens à remercier Alizé Rodriguez, à qui je commande quasiment pour chaque épisode un article. C'est elle qui rédige l'article pour que ce soit un joli texte et qui soit rédigé à la main. Là aussi, pas par IA, non, c'est vraiment un texte qui est fait pour résumer un petit peu les épisodes. Donc merci beaucoup à elle. Et dans le prochain épisode, on va encore voyager. Vous savez, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans les épisodes d'été, parce que cet épisode sort l'été, il se trouve. On va encore voyager et on va aller en mer. Mais comment est-ce que vous imaginez la mer ? On en parlera. Salut, à bientôt !